président polonais et différentes personnalités du gouvernement polonais. Est-ce que les perspectives sont bonnes? Je vous remercie. D'abord, je voudrais dire que c'est la première visite d'État d'un chef d'État sénégalais en Pologne. Donc cette visite s'inscrit dans le cadre des relations que nous voulons renforcer. Et depuis un an, nos deux pays ont décidé d'ouvrir des missions diplomatiques. La Pologne était déjà présente au Sénégal, mais depuis 8 ans, elle avait fermé son ambassade et elle vient de la réouvrir après que j'ai moi-même ouvert une ambassade à Varsovie il y a de cela 5 à 6 mois. Et il y a une commune volonté d'aller ensemble dans le cadre des relations à la fois diplomatiques, mais surtout dans le cadre des relations commerciales et le développement aussi des investissements étrangers. Et j'ai répondu à l'invitation du président Duda, Andrzej Duda, qui vraiment s'est montré particulièrement disponible pour le renforcement de cette coopération. Il s'est vraiment multiplié par 4 pour cette réception. Nous nous sommes vus à 3 reprises dans la journée. D'abord par la réception ce matin avec tous les honneurs, mais également je l'ai revu lors du forum sur l'investissement où l'APIX a fait une très bonne présentation, où le président lui-même, le président polonais a pris la parole, moi-même, pour inciter les 2 secteurs privés à intervenir à la suite des 2 États, puisque nous avons signé un certain nombre d'accords. Et nous nous sommes revus tout à l'heure lors du dîner d'État également. Après ces rencontres de la journée, j'ai rencontré également Madame le Premier ministre de Pologne et le président du Sénat, donc toutes les autorités de la République, mais aussi le secteur privé à travers ce forum. C'est une visite extrêmement intéressante en termes de perspective. Et demain, je me rends à Gdańsk. Gdańsk est connu pour ses chantiers navals, c'est connu également pour vraiment le développement. C'est une ville historique, une ville qui a connu un développement fulgurant dans la construction navale. Et le port de Dakar a des perspectives de coopération, donc nous allons passer demain à Gdańsk avant de rejoindre Dakar. Plusieurs accords ont été signés entre les 2 parties. Est-ce qu'il y a des secteurs d'activité particuliers qui ont été ciblés par les investisseurs polonais? Oui, tout à fait. Il y a des secteurs ciblés. D'abord, il y a le secteur minier, où une société polonaise est déjà sur place, Azoty. Et il y a également le secteur touristique et hôtelier qui a vu un accord signé, le secteur de l'agriculture. Et quand on parle ici de l'agriculture, il s'agit surtout de la mécanisation, de la mise à disposition de machinerie agricole et d'unités de transformation et aussi de tout ce qui peut concerner l'agro-industrie. Et les accords ont concerné aussi la formation, puisque la Pologne met à notre disposition 13 bourses par an, qui seront mises dans des secteurs vraiment d'intérêt commun. Et il y a aussi comme secteur vital la construction navale, la marine marchande et tout ce qui concerne le développement portuaire. Donc en résumé, nous avons là des secteurs prioritaires. Et j'ai demandé au gouvernement polonais de mettre à notre disposition une ligne de crédit qui pourra faciliter l'acquisition d'un certain nombre de matériel et qui pourra être l'amorce un peu de cette coopération, mais elle va être beaucoup plus vaste que ces 4 secteurs dont je viens de parler. Monsieur le Président, vous étiez la semaine dernière dans le Saloum et dans la région orientale pour une tournée économique agricole. La même semaine, vous avez inauguré à Dagana une centrale photovoltaïque de 20 MW. Aujourd'hui, vous êtes en Pologne. Vous opérez en quelque sorte votre rentrée républicaine et politique. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ce regain d'activité? En vérité, si vous regardez bien, moi je suis dans mon rôle. J'ai toujours eu une activité extrêmement intense. Parfois elle est médiatisée, parfois pas. Je peux vous garantir qu'il n'y a rien qui ait changé ces dernières semaines. Peut-être qu'il y a eu un moment d'exposition médiatique simplement, mais mon activité nationale, internationale est restée la même. D'ailleurs, la semaine à venir, vous verrez également qu'il y aura beaucoup de déplacements
à la fois dans la région de Thiès, notamment à Malicounda, pour inaugurer une seconde centrale solaire de 20 MW aussi. Et il est prévu le déplacement à l'étranger, ensuite un autre déplacement à l'intérieur, à Ndioum, pour y faire la journée nationale de l'élevage, que je ne pourrais même pas honorer pour le 26 novembre, puisque le 26 novembre, je serai à Antananarivo pour le 16e sommet de la francophonie et je devrais donc remettre le témoin au président malgache. Vous voyez donc, mon agenda est un agenda surchargé et c'est normal. Mais la visite dans les régions de production agricole, notamment la région de Kaolack, de Tambacounda et de Kaffrine, oui, rentre dans le cadre de cette tournée économique que je vais d'ailleurs renforcer, puisque je suis un homme de terrain et je pense que quand on définit des politiques, qu'on met les moyens, il faut assurer le contrôle de l'exécution et le suivi de la mise en œuvre. Donc ça, c'est logique. Après ces conseils tournants, conseils de ministres délocalisés, après que les budgets aient été mis en place, il faut voir l'état d'exécution. Donc là aussi, la campagne, j'avais des appréhensions puisque j'avais vraiment des craintes sur le niveau des dernières pluies pour m'assurer que vraiment la saison hivernale serait un succès. Par la grâce de Dieu, ces craintes ont été levées. Nous avions aussi d'autres craintes sur l'arrivée probable des criquets. Nous avons déjà anticipé sur les moyens de lutte au cas où cela se passait. Mais je crois qu'aujourd'hui, l'hivernage est quand même sauvé. Puisque dans un hivernage, il y a tellement d'aléas qui peuvent remettre en cause une bonne campagne. J'avais décidé d'aller voir sur le terrain les producteurs, voir l'état des récoltes ou des pré-récoltes et me faire une idée précise de cette campagne hivernale 2016. Maintenant, il y aura d'autres déplacements dans les prochaines semaines et ça va être ainsi pendant tout le magistère. Il faut remarquer que vos dernières sorties publiques remontent au Conseil des ministres délocalisé de Dakar. Est-ce qu'il y a une volonté, il y a 2-3 mois maximum. Est-ce qu'il y a une volonté de ne pas trop laisser la main à une opposition médiatiquement très présente? Oui, c'est heureux qu'elle soit présente dans le champ des médias. Ça aurait été plus grave si c'était dans le cœur des Sénégalais ou sur le terrain politique. Vous savez, chacun fait son rôle. Moi, je considère que je suis dans le temps de l'action et je dirige le pays. Donc forcément, ma responsabilité n'est pas la même que celle de l'opposition. Et vraiment, je n'ai pas comme point de fixation ce que l'opposition fait. Elle fait son travail, elle fait son rôle, elle joue son rôle. Moi, je joue mon rôle. C'est tout, chacun joue son rôle. Sa surexposition médiatique ne vous gêne pas? Non, pas du tout, parce que ça, c'est pas nouveau. Moi-même, quand j'étais dans l'opposition, j'avais compris que ce n'était pas la solution. J'avais décidé de laisser la surexposition médiatique à Dakar et d'aller dans le pays réel, le pays profond. Parce qu'il y a un pays réel et il y a une tempête médiatique permanente à Dakar qui n'a rien à voir avec la réalité de tous les jours. Ceux qui choisissent de rester dans ça, c'est leur liberté. Moi, je considère que je dois faire mon travail sans tenir compte de ce que l'opposition fait ou ne fait pas. J'écoute. Si dans le discours de l'opposition, il y a des choses qui méritent que j'en tienne compte, j'en tiendrai compte. C'est déjà arrivé par le passé. S'il y a un discours constructif pour le pays, j'en tiens compte. Mais s'il y a des critiques qui n'ont d'autres soubassements que vraiment des écueils personnels ou des débats subjectifs, évidemment, je me passerai de ces critiques. Dans les revendications exprimées par votre opposition, il n'y a rien qui mérite une attention présidentielle particulière? Je n'ai pas entendu de revendications particulières. J'ai lancé un dialogue national. D'ailleurs, beaucoup de pays l'ont repris. Après que le Sénégal l'ait lancé au mois le 28 mai 2016, beaucoup d'autres pays ont repris ça. J'ai même eu le plaisir d'avoir été proposé par une ONG qui est en Suisse comme parrain d'un prix pour le dialogue en Afrique. C'est dire que ce dialogue
il n'est pas d'ailleurs que politique, je l'avais dit. Hier, j'ai reçu le patronat ici à Varsovie, qui m'ont dit, nous avons dans la logique du dialogue fini nos discussions avec le ministre de l'économie et des finances. Nous souhaiterions venir exposer au président de la République ce que le secteur privé et le gouvernement ont convenu de faire pour prendre vos orientations et directives. Ça, c'est un dialogue qui se poursuit sans tambour ni trompette. Nous avions lancé aussi le dialogue politique avec le ministre de l'Intérieur sur des sujets qui ne doivent même pas poser de problème, puisqu'il s'agissait premièrement de convenir de la modalité à admettre et à valider pour les inscriptions sur les listes électorales et pour la carte nationale d'identité biométrique. Et le gouvernement avait suggéré, comme il y a toujours eu un débat sur le taux de participation, nous avions l'occasion, puisque maintenant c'était des cartes biométriques réellement. Par le passé, on a parlé de cartes biométriques. Non, c'était juste des cartes informatisées, mais elles n'étaient pas biométriques. Maintenant que nous avons la possibilité d'avoir une carte biométrique et que la carte électorale est la même que la carte nationale d'identité, il fallait s'accorder sur le fait que chaque fois qu'un citoyen vient rechercher sa carte, qu'il confirme son inscription. Donc ça ne doit pas poser de problème. L'opposition même devrait être plus exigeante pour que finalement l'audit du fichier soit fait. Et nous sommes prêts, je l'avais dit lors du dialogue, pour que l'audit du fichier soit fait. Nous n'avons aucune difficulté pour que vraiment les élections, le processus soit le plus transparent qui soit. Le problème, c'est que ces opérations pourraient menacer le calendrier électoral. Mais pourquoi voulez-vous qu'ils menacent le calendrier si les gens font les choses dans les délais? Il n'y a pas de raison. Pourquoi il va menacer le calendrier électoral des élections autour du mois de juin 2017. On a largement le temps. Donc, 9 mois quand même. Elles se tiendront à date échue. Bien sûr. Pourquoi voulez-vous qu'elles ne se tiennent pas à bonne date? Je ne vois pas. D'ailleurs, je ne vois pas la raison de ce débat. Il est absurde. Il y a un agenda, un calendrier républicain. Pourquoi les gens se posent des questions si oui ou non on va tenir les élections? Non, vous savez que depuis que je suis là, toutes les élections ont été tenues à bonne date. Donc, pourquoi on spécule sur des hypothèses qui ne reposent sur rien? Nous allons en revenir à ce dialogue politique. Vous avez l'initiative du dialogue. Où est-ce que vous en êtes? Les discussions ne se sont pas poursuivies. L'opposition ne s'est pas entendue avec le ministre de l'Intérieur. Non, c'est exagéré de dire cela. Le compte rendu qui m'a été fait par le ministre de l'Intérieur et que j'ai suivi par la suite, ils ont repris les discussions. Il n'y a pas fondamentalement de divergence. Bon, il peut y avoir des positions politiques pour montrer que non. Il y a une chose que j'ai regrettée, puisque le front qui comprenait le PDS et un certain nombre de partis... Vous parlez du FPDR ou du Manko Watu? Non, du FPDR. Il m'avait saisi par courrier en date du 19 août. C'était la période des vacances gouvernementales. Malheureusement, je n'ai pas reçu ce courrier, sinon je les aurais reçus à l'époque et les assurer. Parce qu'il n'y a pas de crainte sur ce qui est en train d'être fait. Mais on ne va pas non plus rester, ne rien faire pour que finalement, à l'approche des élections, nous ne soyons pas capables de poursuivre le processus sur l'obtention des cartes biométriques. Ces cartes ont démarré et je pense qu'à partir du mois de novembre, dans les régions, dans toutes les communes, cette opération devra se faire et il faut que le ministre de l'Intérieur prenne les dispositions en relation avec les partis, les élus, pour que les commissions puissent siéger normalement avec tous les représentants de la Sénat, mais aussi des partis politiques. C'est ça le processus. Je pense que si tout le monde est armé de la bonne foi, on doit pouvoir s'accorder sur tout parce qu'il n'y a aucun enjeu particulier. Mais il n'y avait pas que ces points au menu de ce dialogue politique. Où est-ce que vous en êtes avec la matérialisation du statut du chef de l'opposition? On n'est pas du tout avancé sur ça parce que c'est un sujet apparemment qui n'a pas été traité dans le dialogue. Je vous rappelle que moi, j'ai initié le dialogue, je l'ai lancé, mais ce n'est pas à moi de faire le dialogue avec les partis. Les partis se retrouvent entre eux avec le ministre de l'Intérieur. S'il y a maintenant des difficultés dans la conclusion ou dans les synthèses,
et qu'ils ne peuvent pas avancer, en ce moment, on demande l'arbitrage du président de la République. Mais ce dialogue est rompu avec le ministre de l'Intérieur. Non, il n'y a pas de dialogue rompu. Il y a des gens qui parlent comme ça dans la presse. Il n'y a aucun dialogue rompu, puisque les vraies questions sont traitées. Et s'il y a des difficultés, les gens, ils ont... En tout cas, nous sommes ouverts, je le redis ici, sous votre micro, pour que les problèmes soient traités. Il n'y a aucun problème en vérité. S'il y a des problèmes, les gens ils n'ont qu'à le poser. Quel est le problème qu'ils posent? Vous êtes disposé à discuter, à dialoguer avec toutes les composantes de l'opposition, sans exception? Pourquoi? Mais l'opposition, c'est l'opposition. Moi, je ne fais pas de distinction entre membres de l'opposition. Seulement, le dialogue, il a des normes, il a des canaux. Pour dialoguer, ils vont discuter avec le ministre de l'Intérieur. Moi, je peux recevoir des membres de l'opposition, s'ils en font la demande, mais ça, ce n'est pas le dialogue. C'est aussi, ça peut participer, si vous voulez, des relations normales, cordiales, dans un pays où s'exerce une démocratie. Il n'y a aucun problème de cette nature. Mais le contenu, le menu des dialogues se discute dans un cadre comme on l'a toujours fait, depuis la commission cellulaire. Il y a les représentants, les partis désignent leur plénipotentiaire, la majorité, l'opposition, les non-alignés, et sous l'autorité, sous la coordination du ministre de l'Intérieur qui est chargé des questions politiques. La matérialisation du statut du chef de l'opposition, où est-ce que ça bloque? De votre côté ou du côté de l'opposition? Non, ça ne peut pas bloquer de mon côté, c'est moi-même qui l'ai proposé. C'est dans la Constitution qui a été votée. C'est ma proposition, donc ça ne peut pas bloquer de mon côté. Maintenant, si l'opposition n'est pas prête pour cela, ou si l'adoption doit poser des problèmes pour elle, ben on peut attendre. Parce que attendre quel deadline? Qu'elle soit prête. Le jour où l'opposition est prête sur cette question, on pourra avancer. Mais moi, j'ai offert le cadre, le référendum a adopté, a repris cette disposition, le peuple l'a voté, c'est devenu effectif. Maintenant, il reste les modalités, et sur quels critères, ou alors est-ce qu'il faut attendre la prochaine élection? Et si oui, alors il y a un débat qu'il faut vider, et ça c'est la classe politique. Est-ce que le leader de l'opposition, c'est celui qui est venu en deuxième position après l'élection présidentielle, ou c'est le parti ou la liste ou la coalition, celui qui dirige la coalition qui est arrivé deuxième aux législatives? Voilà des questions que la classe politique doit régler. Donc une fois que ces questions sont abondées, moi je n'ai pas de préférence particulière, mais il me semble qu'il aurait été plus logique que le candidat arrivé second, qui ait peut-être rassemblé le maximum, le plus grand nombre de voix par rapport à toute la classe politique restante, en dehors du candidat élu, puisse incarner l'opposition. Ce serait Abdoulaye Wade? Non, si nous voulons appliquer une loi réciproque, parce qu'une loi, elle est votée pour l'avenir. Mais s'il y a un consensus, on peut bien retenir ce consensus. Encore une fois, je ne fais pas de fixation sur la personne qui pourrait incarner ce rôle maintenant ou dans l'avenir. Il n'y a pas d'enjeu pour moi. Alors, Monsieur le Président, vous pouvez revendiquer du point de vue de l'amélioration du cadre macroéconomique beaucoup d'évolutions. On note une poussée dans les chiffres concernant plusieurs secteurs de la vie économique sénégalaise. Mais si l'on transpose ces chiffres à la réalité que vivent les Sénégalais, on se rend compte du nombre de défis à relever. Et selon vous, qu'est-ce qui fait que la pauvreté ne recule pas malgré la poussée du taux de croissance? Madame, la pauvreté recule, si vous avez les chiffres. Elle est à 47% présentement. Entre 2012, au moment où j'ai pris en charge la conduite des affaires dans notre pays, et aujourd'hui, le taux de pauvreté a baissé. C'est indéniable. Les chiffres sont des chiffres connus au niveau du gouvernement, au niveau des partenaires. Elle était de l'ordre de 48% en 2012. Actuellement, elle se situe à 47%. Non, déjà, on était à 46. Comment on peut remonter à 47? Bon, je ne veux pas discuter de chiffres qui n'ont pas une telle importance. Ce que je veux vous dire, si on doit mesurer l'indice de pauvreté ou la réalité de la pauvreté, je ne dis pas que ça n'existe pas, parce que nous sommes un pays pauvre. Ça, c'est déjà le fait. Notre économie n'est pas encore une économie d'un pays émergent. Nous nous battons au quotidien pour que
les conditions de vie de nos compatriotes soient améliorées. Qu'est-ce que moi j'ai fait depuis 4 ans pour améliorer les conditions de vie de nos populations? La première mesure forte, 2 semaines après mon élection et ma prise de fonction, c'était de réduire les prix des denrées de première nécessité. On se le rappelle qu'il s'agit du riz, de l'huile, du sucre et du lait. Il y a eu une réduction qui a été importante. Et depuis lors, aucun de ces produits n'a connu de hausse malgré l'inflation naturelle annuelle. Chaque année, il y a quand même un taux d'inflation qui est là, qui est au minimum de 1%. Malgré donc l'inflation, aucun de ces prix n'a augmenté depuis 4 ans. C'est une réalité. Et ça, ce sont les Sénégalais, les consommateurs qui le gagnent par rapport à leurs revenus qui ont dû certainement augmenter, puisque entre-temps, pour ceux qui ont des revenus, des salaires, qu'ils soient du privé ou du public, nous avons baissé l'impôt sur les salaires, ce qui signifie une augmentation de revenus pour les travailleurs et donc une amélioration de leurs conditions de vie. Ça, c'est indéniable. Sur les loyers, nous avons fait l'effort également de baisser les prix des loyers, malgré les difficultés et les tentatives parfois de jouer avec la loi. Nous venons de faire l'évaluation pour voir comment accompagner ce processus pour qu'il ne soit pas vain. Nous avons maintenant, pour ceux de nos compatriotes qui sont les plus démunis, agi sur d'abord des politiques d'inclusion. La bourse de sécurité familiale, aujourd'hui, a un impact réel. J'ai même entendu des débats sur le budget de la présidente de la République. Il fallait simplement qu'on rappelle à ceux qui ne le savent pas que sur les 74 milliards de budget pour l'année prochaine, les 30 milliards sont destinés aux bourses de sécurité familiale. Et nous avons 6 milliards également sur les 74 qui sont destinés au programme des édifices religieux. Je ne parle pas du reste, de tout ce qu'on met à la solidarité nationale et de tout ce qui est en vérité budget de transfert vers des structures de l'État, mais qui relèvent de la présidence de la République. Alors, les bourses, c'est 30 milliards. Aujourd'hui, nous avons atteint et même dépassé l'engagement que j'avais dans mon programme de candidature, qui était de 250 000 familles. Donc 25 milliards par an. Nous sommes à 30 milliards à partir de 2016. Ça, c'est une politique d'inclusion. La couverture maladie universelle, c'est une politique d'inclusion par rapport à nos compatriotes qui n'ont pas les capacités de bénéficier d'une couverture maladie, soit par assurance maladie ou par une IPM. Donc ceux qui ont ces facilités, y compris ceux qui bénéficient de la carte d'égalité des chances, ou même ceux qui ont bénéficié des bourses familiales et qui sont enrôlés d'office sur le programme des bourses familiales, ne diront pas que les choses n'ont pas évolué positivement. Maintenant, il est vrai qu'il y a des défis. On ne peut pas tout faire en 4 ans, on ne peut pas tout faire même en 5 ans, en 7 ans. Il faut avancer sur des choses qui sont quantifiables, qui sont palpables. Et je pense que les Sénégalais qui m'écoutent et qui nous voient savent très bien que nous avons fait beaucoup d'efforts dans l'inclusion sociale, dans tout ce qui est capital humain de façon générale, les prises en charge et les gratuités pour les enfants de 0 à 5 ans, avec tous les programmes de vaccination, les gratuités pour les personnes du 3e âge, parce que nous avons repris un plan qui était là, qui était le plan Sésame, qui a été remis, on a remis des ressources importantes, tout ça dans le cadre de la couverture maladie universelle. Alors je pense qu'on a réellement lutté contre la pauvreté à travers ces politiques. C'est quelques mécanismes, hein. J'aurais pu en parler pendant des heures. Mais dans ce cadre, Monsieur le Président, il y a plusieurs autres politiques. Ne fallait-il pas placer ce premier... Je ne parle même pas du PUDC, je ne parle pas de tout ce que vous connaissez. Mais ne fallait-il pas placer ce premier mandat sous le signe du recadrage plutôt que sous le signe de l'émergence? Parce que là, vous êtes dans une phase de recadrage, de correction. Je fais tout en même temps. C'est-à-dire, je ne suis pas d'avis qu'il faille d'abord recadrer, ensuite reboucher les trous. C'est-à-dire que, en même temps qu'il faille lutter contre les inégalités sociales, et ça c'était l'un des premiers axes de mon programme, donc ça appelle des réponses urgentes. Ce sont ces fameux programmes d'urgence, PUDC,
programme d'urgence de développement communautaire, donner rapidement aux personnes déshéritées en milieu rural, un milieu rural qui a souvent été abandonné, leur donner des réponses urgentes pour l'accès à l'eau potable, l'accès aux pistes, etc., l'accès à l'électrification rurale et appuyer les femmes sur la réduction de la pénibilité du travail des femmes. Ensuite, sur les zones frontalières, on le sait, elles sont à l'abandon. Aujourd'hui, Puma va prendre en charge les axes frontaliers pour y mettre de l'électricité, pour y mettre du téléphone, pour y mettre des pistes, pour créer les conditions de vie et que nos compatriotes se sentent pleinement sénégalais. Ça, c'est l'urgence. Donc on va le faire, mais on ne va pas s'arrêter à l'urgence. Et l'ambition, c'était de dire on quitte les politiques de réduction de la pauvreté, qui n'ont pas d'ambition en vérité, pour aller vers de véritables politiques d'émergence, partant de notre potentiel réel, mais aussi acceptant de faire les réformes qu'impose en tout cas une telle ambition, et modifier la structure de notre économie, surtout dans ses capacités productives, et avoir une croissance inclusive où personne ne sera laissé. Donc c'est ça le sens du plan Sénégal émergent. Et nous avons mobilisé en moins de 4 ans plus de 5 000 milliards de francs CFA par la coopération internationale. C'est plus que les 3 400 et quelques milliards en 12 ans. Vous voyez donc, en termes de rapidité d'exécution et de volume de travail et de changement dans la structure de l'économie, on va beaucoup plus vite. Et c'est pourquoi, si nous avons pu mettre maintenant près de 150 km d'autoroute en chantier, si nous avons pu mettre plus de 250 mégawatts nouveaux en 4 ans, c'est parce que nous avons une économie plus robuste. Et nous sommes dans des croissances de l'ordre de 6,5%. On va tendre vers 7%. On est donc dans une phase à la fois d'accélération de la croissance et en même temps dans une phase d'inclusion. Donc les deux ne s'excluent pas. Nous pouvons faire les urgences, mais nous devons maintenir le cap pour l'émergence du Sénégal. C'est vraiment ça le sens même du PSE qui inclut à la fois le rattrapage, l'équité sociale, l'équité territoriale, mais aussi l'ambition de transformer notre structure économique. Vous avez hérité, Monsieur le Président, d'un endettement de 45% du PIB et d'un déficit budgétaire de l'ordre de 6,7%. Des chiffres qui, à l'époque, avaient beaucoup fait grincer. Vous en êtes aujourd'hui à près de 55% du PIB en termes de taux d'endettement. Vous justifiez l'évolution de vos capacités d'endettement par un blanc-seing qui vous a été donné par le Fonds monétaire international. Le Fonds monétaire ne donne pas de blanc-seing. Le Fonds monétaire, c'est que quand il voit que c'est blanc, il dit c'est blanc. Quand c'est pas blanc, c'est pas blanc. Le Fonds monétaire, il n'y a aucune raison qu'il soit complaisant avec le Sénégal ou avec moi. Dans le dernier rapport de l'ISP, ils ont dit que le Sénégal avait les possibilités de monter en termes de dette. Mais à ce rythme-là, Monsieur le Président, est-ce que vous ne risquez pas de faire imploser le plafond de verre? Vous parlez souvent du taux directeur de l'UEMOA, 70%. Pour un pays qui ne compte que sur des ressources fiscales, qui ne compte pas encore sur le pétrole, est-ce que vous pouvez vous permettre d'aller jusqu'à ce taux? D'abord, nous devons dépasser ce taux. Vous pouvez dépasser les 70%. La question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait de la dette. Et quelle dette? Il y a dette et dette. D'abord, depuis quelque temps, nous avons essayé d'annuler, d'arrêter les dettes à très court terme. Peut-être de 1 an, moins de 1 an, on emprunte dans les banques, on fait du sous-le-bouki, sous-les-bouki. Ça tue un État. Parce qu'après, le service de la dette va être insoutenable. On a commencé d'abord à reprofiler la dette pour passer des dettes de 1 an à des dettes de 3 ans, 5 ans. Aujourd'hui, nous sommes principalement sur des dettes de 10 à 15 ans minimum, même pour les eurobonds ou pour les sukuk. Parce que c'est ça qui nous permet de respirer et d'avoir des capacités. Ça, c'est le premier aspect sur la dette. Le second aspect, c'est les taux auxquels nous allons emprunter sur le marché. Et compte tenu de la robustesse aujourd'hui de notre économie et du cadre macroéconomique assaini, notamment une maîtrise sur le déficit budgétaire qui, vous avez dit 6,7, mais il a même été plus haut que cela
Quand je prêtais serment, il était presque à 7,2. C'était historique, alors que nous avions des urgences. Notamment, c'était une année où il fallait faire de l'aide alimentaire, puisque l'année 2011 a été une année difficile en matière hivernale. Et il y avait une assistance au monde rural qu'il fallait donner pour 30 milliards. Nous avions aussi à rajouter 65 milliards qui n'étaient pas budgétisés sur le budget 2012. Donc cela est venu aggraver le déficit, mais on était obligé au départ de prendre ces mesures d'urgence et on a pu les rattraper très vite. Pourquoi? Parce qu'il y a eu quand même des mesures fortes qui ont été prises sur la réduction du train de vie de l'État, de façon drastique. Beaucoup d'agences ont été supprimées, beaucoup de directions, et nous avons réduit aussi la voilure de l'État, le mode de fonctionnement. Nous n'avons pas emprunté des milliards pour le mettre dans l'événementiel, par exemple. Ça, c'est une dette qui n'est pas une dette qui crée de la croissance. Et nous essayons non seulement de faire des dettes à maturité plus longue, mais nous essayons aussi d'avoir une dette avec des taux beaucoup plus bas. Aujourd'hui, nous étions autour de 6%, 6,5%, c'est le maximum. Donc avant, on prenait minimum à 8,5%, 8,75%. Donc déjà, on gagne sur les taux. Ensuite, on essaie d'allonger la durée de la dette. Et troisièmement, la dette, elle est surtout faite pour construire les infrastructures. C'est pourquoi on a pu engager des universités. Ça, c'est important. On va engager là 4 hôpitaux. L'hôpital de Touba, l'hôpital de Sédhiou, l'hôpital de Kédougou et l'hôpital de Kaffrine. On va les engager cette année. Ça, c'est de la dette importante parce que c'est du développement. Aucun pays au monde ne peut se développer sans recourir à l'endettement. Mais il faut on n'a pas les capacités de mobilisation financière de pays comme le Ghana, la Côte d'Ivoire. Vous savez, il faut savoir comparer, madame. D'abord la Côte d'Ivoire, qui est la première économie de l'UEMOA, qui fait 2 fois la population du Sénégal. Aujourd'hui, si vous prenez son budget, elle est à 6 000 milliards de francs CFA. Le Sénégal, qui est à la moitié de cette population, et qui n'a pas les ressources de la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire est un pays qui produit beaucoup. Café, cacao, gaz. Nous n'avons pas encore, nous, de gaz ni de sources énergétiques. Nous sommes à 300 milliards cette année. Nous avons une croissance presque exponentielle de notre budget. Et nous avons des capacités. Non seulement pour... Si les banques pensaient qu'il y avait un risque, vous croyez qu'elles allaient nous prêter l'argent tel qu'elles nous le prêtent et que les bailleurs vont continuer à mettre autant de ressources sur le Sénégal? Non, il ne faut pas que nous soyons aussi trop négatifs par rapport à nous-mêmes et que nous ne capitalisions pas nos performances et nos résultats. Si le marché a confiance ainsi au Sénégal, au point qu'aujourd'hui, je veux lancer moi un emprunt de très longue maturité, c'est-à-dire au moins 20 à 30 ans. Si un pays n'est pas crédible, il ne peut pas se permettre ça sur le marché et personne ne répondra. Mais dans le cadre... Vraiment que la critique, on peut toujours la faire, mais quand il y a des choses positives, il faut s'arrêter pour les reconnaître, au moins, et encourager dans cette voie. Il ne s'agit pas de faire de la politique, il s'agit de l'économie du pays, il s'agit de la réalité de notre pays. Et ce sont des résultats que personne ne peut contester. Mais dans le cadre de l'instrument de soutien à la politique économique, à votre arrivée au pouvoir, vous aviez souscrit à un certain nombre d'engagements, dont le resserrement de la taille du gouvernement, la suppression du... Oui, j'en arrive. Non, la question est la suivante. En fait, je veux aborder non, je veux juste aborder la stabilisation des finances publiques. Donc, vous aviez supprimé le Sénat, supprimé beaucoup d'institutions budgétivores, vous aviez procédé à des fusions. Aujourd'hui, il y a des organes publics qui sont en train d'être créés. Le Haut Conseil des collectivités locales va bientôt entrer en scène. Le Haut Conseil a été créé, vous me dites, je vais vous répondre. Est-ce que cela ne risque pas d'inhiber les efforts en termes de stabilisation des finances publiques, d'assainissement des finances publiques? Mais non, ça n'a rien à voir. Vous savez, il y a beaucoup de confusions qui sont faites à dessein. D'abord, il faut que vous reteniez que les institutions de la République, que ce soit l'Assemblée nationale, que le Parlement, que ce soit le Conseil économique, social et environnemental, que ce soit le nouveau Haut Conseil
des collectivités territoriales, si vous réunissez ces trois, je ne parle pas du gouvernement ou de la présidente de la République, ces trois institutions réunies n'ont pas un budget qui fait 30 milliards de francs CFA, sur 3300 milliards. C'est même pas 1%. Vous croyez que c'est comme ça, que c'est à ce niveau qu'on fait des gaspillages pour l'État? Il faut qu'on revienne sur la réalité des chiffres. Ces trois institutions, pour cumuler leur budget, ils ne font pas 1% du budget national du Sénégal. Le problème n'est pas là. Or, une démocratie a un coût. Si nous voulons apaiser notre démocratie, si nous voulons faire participer le maximum d'acteurs pour éviter justement des tensions exacerbées qui vont avoir comme conséquence de nous retarder dans notre bataille pour le développement, on paiera beaucoup plus cher que les 1%. Donc ce n'est pas à ce niveau qu'il y a du gâchis. Le gâchis, je vous l'ai dit, c'est dans la manière de l'État de fonctionner et là où il met l'argent public. L'argent public, vous aurez remarqué depuis 4 ans, et les ministres le savent, le gouvernement le sait, nous serrons de façon drastique tous les budgets de fonctionnement pour mettre l'accent sur le budget d'investissement qui est vraiment l'instrument de création de richesse et qui permettra aussi de répondre aux besoins des populations, à tous les points de vue. Et ça, c'est pourquoi nous sommes arrivés aujourd'hui sur le budget consolidé d'investissement. On est parti de 600 milliards presque à aujourd'hui 1300 milliards de BCI. C'est une réalité. Et ça se traduit comment? Par de l'électricité dans les localités, par des routes, par des autoroutes, par les hôpitaux dont je viens de parler, par les universités qu'on construit. Donc c'est ça qui permet d'améliorer justement les conditions de vie de nos compatriotes. Donc c'est pas donc en créant un haut conseil. Il répond d'ailleurs à notre souci de renforcer l'axe 3 de la décentralisation, parce qu'il faut accompagner cette réforme majeure de la décentralisation par un haut conseil qui a plus de la majorité qui vient des collectivités elles-mêmes et 70 qui sont nommés sur des bases qui ne dépendent pas du suffrage universel mais qui permettent d'avoir une diversité nationale sur les questions de la manière dont nous vivons dans nos communes. Donc ce n'est pas parce qu'on n'y est pas ou qu'on pense que voilà, le gouvernement fait ça pour des raisons politiques qu'on veut jeter le bébé et l'enfant du bain. C'est une proposition qui a été faite, le peuple l'a adoptée par référendum, par une très forte majorité, et on avait dit non, c'est le taux d'abstention. Ben voilà, l'occasion est venue pour régler la question du taux d'abstention en revoyant le fichier. Donc vous voyez que vraiment, ce sont des critiques faciles. Mais si on regarde de près, il n'y a pas de quoi fouetter un chat sur la mise en place de ce haut conseil qui va conseiller le gouvernement et le président de la République sur les politiques en matière de décentralisation et d'aménagement du territoire. Vous êtes venu avec le secteur, avec une bonne partie du secteur privé sénégalais. Le secteur privé manifeste des intérêts concernant le montage de projets infrastructurels et leur gestion. Est-ce que vous allez prendre en compte les manifestations d'intérêt? Ensuite, est-ce que le coût exorbitant de certaines de vos infrastructures ne risque pas de jouer sur les tarifs? Mais quelle infrastructure? Le TER, l'autoroute Dakar-Thiès-Touba. Oui, les autoroutes. Les autoroutes, est-ce que cela ne risque pas de jouer non seulement sur les tarifs, mais de déstabiliser un peu les finances publiques? Le terme déstabiliser est exagéré, madame. On a le choix de faire une politique de développement et de faire le pari sur le futur, ou alors de rester comme on était, c'est-à-dire un pays sous-développé, avec des infrastructures sous-développées qui sont absolument dépassées et qui n'assurent ni la sécurité ni la mobilité des populations. Et la différence entre les pays développés et les pays sous-développés, c'est justement d'abord des infrastructures à niveau. On doit avoir de l'ambition pour notre pays et on doit avoir de l'ambition pour nous-mêmes. Aujourd'hui, avoir une autoroute sur 2 fois 2 voies, qui coûte ce que ça coûte aujourd'hui, sont des prix qui ont été bâtis sur la base d'appels d'offres internationaux, avant même que je ne vienne au pouvoir. Donc, la première tranche d'autoroute, je vous rappelle, j'étais Premier ministre du Sénégal. Une autoroute, ce n'est pas une route nationale. Donc, ça ne peut pas être le même coût. Ensuite, il faut multiplier par 2 les linéaires. Ça n'est pas la même chose. Et partout dans le monde.
Et partout, si on a mis un péage et que l'État contribue, c'est pour moduler le péage afin que l'autoroute soit une alternative, mais qu'elle soit aussi, que les tarifs soient à la portée des citoyens. Moi-même, j'ai dû intervenir personnellement en relation avec l'opérateur et avec le gouvernement pour que nous trouvions des solutions qui soient justes. Et ce qui a été trouvé est tout à fait à la portée et en tout cas conforme au confort, à la solidité et au coût des infrastructures par rapport au prix du péage. Maintenant, on peut ne pas prendre l'autoroute et rester sur la route nationale, c'est un choix. Mais pour un pays qui veut son développement, il va aller vers ces grandes infrastructures. Parce que c'est ça qui va faire la différence. Et c'est ça qui va attirer les capitaux. Parce qu'ils verront que c'est un pays où il y a de l'infrastructure, c'est un pays où les services peuvent se développer et c'est un pays où il y a de la main-d'œuvre qualifiée parce qu'on aura formé notre jeunesse. Le train électrique, vous dites ça peut être cher. Oui, c'est cher. Ça coûte à peu près 1 milliard d'euros, c'est 650 milliards. Mais un train comme ça, on le fait, c'est pour 100 ans. Les trains qui sont en Europe, aux États-Unis, lorsqu'ils ont été faits hier, on a même oublié le coût. Mais il reste. Même le vieux rail que nous avons, il a été fait en 1920, 1923 par les colons. Il est encore là, on y met encore des trains, même s'ils font 3 jours pour relier Bamako. Donc, il faut voir l'opportunité économique du projet et non pas avoir les yeux rivés sur l'opportunité financière. Encore que c'est un projet rentable. Pour le secteur privé? Le secteur privé, être associé. Si je l'associe à mes tournées, ce n'est pas la première fois. Si je lui demande de travailler de concert pour pouvoir créer des entreprises qui ont une certaine capacité pour participer sur les grands projets, c'est que nous sommes là pour les accompagner. Et hier encore, je leur ai dit toute ma disponibilité pour qu'ils participent, secteur privé, à certaines infrastructures, les autoroutes du Sénégal qu'on va lancer bientôt, qu'ils participent également sur les appels d'offres. Mais faudrait-il encore qu'il y ait des regroupements? C'est pareil de façon générale, même pour les partis politiques. Les gens doivent se regrouper s'ils veulent avoir une signifiance. Au niveau, aujourd'hui, je prends le pétrole et les opportunités qu'il nous offre. Vous savez qu'il faudra avoir beaucoup de cabinets qui vont être étrangers, mais nous avons des cabinets d'avocats. Et là aussi, j'avais donné un message lorsque je verrai nos amis du barreau. Il faut que déjà ils regardent les opportunités et faire des regroupements. Que les grands cabinets qui viennent chez nous, c'est des cabinets où il y a 50, 100, parfois même plus de 300 avocats. Je ne dis pas que nous devons avoir des cabinets de même taille, mais au moins, si dans chaque cabinet on retrouve 10 avocats, on a 10 expertises dans différents domaines. Et là, l'État peut accompagner dans des choses, pour ne prendre que cet exemple. Et donc le secteur privé, je pense, s'il veut jouer un rôle déterminant, il va falloir à un moment donné qu'il y ait une fusion de certaines entités et que les organisations patronales, d'ailleurs qui travaillent dans cette direction, il faut les renforcer dans cela, puissent aller vers un seul et même patronat, que dans la chambre de commerce également et la chambre d'agriculture, qu'il y ait une même dynamique autour de tous les acteurs. En ce moment, je pense, ils auront plus de facilité. Vous venez de boucler, mine de rien, un quinquennat de gouvernance. Est-ce que vous avez la conviction d'avoir fait de ce pays un pays meilleur? Est-ce que vous avez la conviction d'avoir renforcé l'état de droit, l'expression des libertés publiques et individuelles? Oui, je voudrais d'abord dire que, madame, certainement, je vais bientôt boucler mes 5 années, mais c'est au mois d'avril 2017, Inch'Allah, dans 6 mois. Le sentiment que j'ai, c'est qu'il y a beaucoup de défis et tous les jours, sans regarder l'agenda ou le calendrier, je me bats pour faire avancer un peu plus le pays dans toutes les directions. Donc c'est un combat qu'il faut mener au quotidien. Oui, je pense qu'il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui sont faites, il y a des choses qui restent, parce qu'on ne peut pas tout régler. Il y a des sujets sur lesquels nous sommes en train aussi de réfléchir pour trouver des solutions plus rapides. La question de l'emploi des jeunes, nous avons innové avec les domaines agricoles communautaires, nous sommes en train de travailler sur les incubateurs pour la jeunesse urbaine. Nous essayons de changer le paradigme de la formation pour mettre davantage la formation professionnelle et mettre les jeunes dans des conditions plus adéquates face au marché de l'emploi.
Oui, ça, ce sont des sujets sur lesquels nous allons mobiliser encore beaucoup de ressources. La Banque africaine de développement vient de nous accompagner fortement pour la jeunesse. Dans les semaines et mois à venir, nous pourrons agir de façon plus forte sur ce domaine. Maintenant, pour le reste, vous savez, la vie d'une nation ne se règle pas sur un quinquennat ou même une décennie. Chacun doit faire son travail et puis la génération d'après poursuivra le travail. Monsieur le Président, il est 2 heures du matin à Varsovie. Je voudrais vous remercier d'avoir accepté cet échange avec nous. Votre dernier mot? Je vous remercie d'abord pour votre dextérité parce que vous avez cherché cette interview depuis très longtemps et comme je peux aussi donner des interviews à notre presse nationale, malgré l'heure tardive, j'ai tenu à vous accorder cette interview, même si ce n'est pas la meilleure heure pour être frais, surtout que j'ai eu une journée particulièrement chargée aujourd'hui. En tout cas, je vous félicite et vous remercie pour votre engagement au service du Sénégal. Merci à vous. Allez, au revoir. Merci. Mesdames et messieurs, c'était tout pour cet entretien grand format avec le président de la République du Sénégal, son Excellence Macky Sall. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous. Nos programmes se poursuivent. Au revoir. Une révolution sur la toile. Votre nouveau site d'information www.azactu.net. Plongez dans la magie de la vidéo et du son grâce à azactu.net. Faites le tour du monde de l'actualité sur azactu.net. Visitez en temps réel la planète des hommes et des femmes qui font bouger le monde. azactu.net, une équipe de professionnels nourrissant la noble ambition d'œuvrer à la restauration de notre conscience citoyenne. Sur azactu.net, vous informer, c'est bien plus qu'une promesse.